C'est bon? C'est parfait. Avec un petit peu de retard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous recevoir ici avec un dispositif digne d'une équipe de sécurité du FBI avec nos casques et nos oreillettes. C'est nouveau. Donc dans cette salle Agora qui est d'habitude diffusée avec du son, là on va être sur une prise de son discrète pour permettre d'ouvrir les murs. On va parler de Google, qui est comme je l'ai écrit ce matin, l'éléphant dans la pièce, le sujet qui nous a empoisonné 2024, 2023, 2022 et peut-être même depuis 10 ans en tant que voyagiste, en tant qu'agence, en tant qu'éditeur. J'ai 3 invités pour parler de cette conférence et étudier ces sujets, les creuser avec nous. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Alexandre Vercout, tu es directeur de Marco Vasco. Enchanté. Axel Ochiski, tu es directeur de routard.com et non pas du guide de Routard, routard.com. De routard.com, le site internet, tout à fait. Bonjour à tous. Combien de millions de visiteurs par mois sur routard.com? 5 millions de visiteurs en moyenne par mois. Bon, déjà du bon niveau. Et Richard Strull, on ne te présente plus, tu es président de Réseau Néo, donc je te laisse nous dire qu'est-ce que c'est Réseau Néo. Bonjour, Réseau Néo, c'est une agence de référencement, on s'occupe essentiellement des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, de médias, et voilà. Et on est très content d'être ici, enfin moi personnellement. Si je me mets à parler à la 3e personne, ça va être la catastrophe. Avec une équipe de plus de 100 personnes qui accompagnent les marques de tout secteur, du voyage, mais pas uniquement. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisqu'on va voir aujourd'hui dans cette conférence que les bonnes pratiques sur Google s'inspirent aussi de secteurs qui ne sont pas de ceux du tourisme et du voyage. Et on va voir comment on peut les appliquer au tourisme et au voyage. On a un tour de table qu'on va commencer à faire sur le contexte. On a un contexte 2023-2024 qui est extrêmement chargé. Google nous en a fait voir des vertes et des pas mûres. C'était l'ascenseur émotionnel. Comme on l'a déjà eu ces dernières années, mais enfin on peut dire que là ça s'est vraiment accéléré avec l'arrivée de l'IA, la fin des cookies tiers, le retour des cookies tiers, des évolutions de l'algorithme, des chutes, des hausses, des splendeurs, des misères, comme on disait, de certains voyagistes et de certains acteurs du tourisme en termes de référencement naturel. Le SEA, donc les campagnes Google qui deviennent une obsession pour certains, du poison pour d'autres. Bref, on va faire un tour d'horizon. Richard, je te propose de commencer. Tu nous as préparé une petite slide sur les tendances SEO 2024. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe? Oui, je pense que je peux. J'ai une anti-sèche en plus, donc c'est génial. Le principal phénomène des 2 dernières années, c'est que Google s'est rendu compte que depuis 1998, il nous poussait à faire du contenu et que maintenant, il y avait n'importe quoi sur le web. Donc, vous êtes comme moi, vous avez tous vu la photo du petit frère avec l'eau est chaude. Et on a bondé le web de contenus qui sont totalement inutiles. Donc ça a généré 2 choses. D'abord, Google s'est rendu compte il y a déjà 4-5 ans que indexer tout le web devenait irréaliste économiquement. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que le business de Google, c'est j'ai un moteur de recherche où l'utilisateur peut trouver ce dont il a besoin et ça me permet de lui vendre de la pub. Pendant qu'il cherche, il voit de la pub. Le problème, c'est que s'il trouve de moins en moins ce dont il a besoin parce que c'est noyé dans une masse de contenu inutile, ça dégrade l'expérience utilisateur, il viendra moins, donc il consommera moins de pubs et donc Google sera moins riche. J'ai été clair jusque-là. Donc, le sujet, c'est que depuis 1998, Google nous pousse à faire du quantitatif. Pour être bien référencé, il fallait avoir beaucoup de contenu. Dans chaque contenu, il fallait avoir beaucoup de fois le mot-clé Pérou pour le voyage au Pérou, etc., etc. Ils se sont rendus compte de la limite de l'exercice, mais c'est comme un 35 tonnes, il faut du temps pour freiner. Et donc le freinage, qui s'opère depuis 2 ou 3 ans, c'est que, Google désindexe des pages. Gary Illies, qui est le porte-parole de Google, a déclaré qu'il avait l'intention, dans les 2 ans qui viennent, de désindexer 45% des pages du web. Est-ce que tu peux monter un peu ta main sur le micro, s'il te plaît? Ouais, un peu plus haut, merci. Là, vous m'entendez mieux? C'est énorme, 45% de contenu désindexé, alors que ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut produire des pages, produire du contenu, vraiment de manière dithyrambique. Exactement. Donc la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que vous en avez produit plein qui ne sert à rien. Ça, c'est pas très bien comme nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à intéresser Google et donc remonter vers l'utilisateur, il faut produire
beaucoup moins de contenu, mais beaucoup plus qualitatif. Ça veut dire que ça va lisser un peu la dissymétrie entre les éléphants qui ont beaucoup de moyens pour produire plein de contenu et les gens qui ont un peu moins de moyens, mais qui sont très spécialisés sur un sujet. Voilà. Donc les mouvements très concrets que vous avez subis depuis 2 ans, comme tous les secteurs, hein, pas juste le tourisme, à cause de ça, c'est que d'abord Google a fait passer ce qu'on appelle un core update, qui est un truc qui maintenant privilégie les spécialistes aux dépens des généralistes. Juste pour vous donner une idée, dans le secteur du e-commerce, Amazon s'est fait piéger. Amazon, ils ont perdu 20% de trafic du jour au lendemain quand le core update est passé. C'est Amazon quand même. Au profit de tous les gens qui vendent des chaussures, des fringues, et tout ce que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc faites le parallèle dans le voyage, même topo. Ça, c'est le premier move qu'a fait Google. Le deuxième, c'est que comme ils voient arriver l'intelligence artificielle, et on va y venir à l'intelligence artificielle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont 2 sujets. L'IA, ça ne vous a pas échappé, ça va très très vite, on a une annonce toutes les 3 semaines. Donc avant, les core updates, c'était tous les ans, puis tous les 6 mois. Maintenant, les core updates, c'est extrêmement régulier. Ils testent un truc, ils le passent en prod. Oui, c'est ça qui nous rend un peu dingue en tant qu'éditeur ou en Ouais. tant que voyagiste ou annonceur, c'est que c'est plus tous les ans, c'est tous les mois, quoi. Voilà. Donc l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas s'arranger. Clairement, ça ne va pas s'arranger parce que pour la première fois de son existence en tant qu'entreprise, Google est à la ramasse derrière OpenAI. C'est-à-dire que c'est OpenAI qui dicte le calendrier, vous savez, comme Macron pour les élections. Donc tout ça. OpenAI, OpenAI. ChatGPT, hein, l'éditeur de ChatGPT. ChatGPT, ouais. ChatGPT dit ça y est, j'ai sorti une nouvelle version. Il y a 4 jours, ChatGPT a sorti une version O1, qui est une version qui est censée vraiment réfléchir correctement. Et puis Google se dit merde, j'étais pas prêt, tant pis, je sors un truc quand même. Voilà. Donc ils sont à la traîne et donc ils multiplient les updates pour rattraper. Donc cette espèce d'errance que vous avez sur les résultats, ça ne va pas se tasser tout de suite. Voilà, ça c'est une seconde chose. La troisième, c'est que, je vous ai dit, Google, ils ont besoin de faire venir les gens sur le résultat. S'il y a 30 ou 40 résultats utiles pour chercher un voyage en Tunisie, par exemple, eh ben on va scroller pour chercher le voyage en Tunisie. Avant, on le faisait sur un desktop. Maintenant, c'est sur un téléphone. On est bien obligé de scroller. Mais l'expérience qui est censée être ramenée par l'intelligence artificielle est censée ramener un résultat unique, le meilleur pour vous. Je caricature un peu, mais gardez ça en tête. Peut-être ce sera 2. Donc, Google, il s'est senti obligé, alors vous l'avez peut-être entendu sous le nom de SGE, nommé SGE, Oui, Search Generative Experience. Qui est renommé maintenant. Ouais, maintenant c'est nommé AI Overviews. Mais vous pouvez oublier le nom, on s'en fout. L'important, c'est que l'objectif, c'est d'avoir un espèce de cartouche à l'intérieur des pages de recherche où on peut récupérer un résultat ou 2, le plus pertinent, si j'ai envie de partir à moins de 4 heures de Paris, à un endroit où il fait soleil alors que c'est Noël, par exemple. Okay. Je vais pouvoir poser cette question-là et obtenir une réponse unique. Et ça, Google, ça lui pose un problème parce qu'à l'intérieur d'un truc où il y a 2 résultats, où est-ce que je mets la pub, c'est compliqué. Voilà. Donc, l'une des questions qui est générée par ce qui se passe là, c'est qu'est-ce qu'il faudra faire sur les 2 ou 3 ans qui viennent pour avoir les bons critères pour remonter dans cette expérience-là. La bonne nouvelle, je donne les mauvaises et les bonnes en même temps. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tout à fait près d'arriver. Ce n'est pas tout à fait près d'arriver parce que pour vous donner une idée, quand vous faites une requête dans Google, ça coûte un certain prix. Quand vous faites une requête dans la fenêtre d'intelligence artificielle de Gemini, ça coûte 100 fois le même prix à Google. En termes de ressources serveurs. Oui, voilà. Exactement. Donc, ils n'ont pas très envie que tout le monde le fasse. Donc, ils avaient prévu de le rendre payant et de ne pas l'ouvrir tout de suite. Manque de peau, OpenAI a dit, nous, c'est gratuit et c'est maintenant. Là, il y a 3 semaines. Donc, la semaine d'après, ils sont revenus, ils ont dit, bon, pouf, pouf, on s'est trompé, ce sera gratuit. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont drastiquement limité le nombre de requêtes sur lesquelles c'est éligible. Donc, avant que quelqu'un qui tape voyage Tunisie avec 4 enfants, etc., une requête extrêmement élaborée, et un résultat et que ça pose problème, il va se passer encore 1 heure ou 2. Voilà. Ça, c'est les 2 principaux sujets. Le 3e sujet, alors vous l'avez tous vécu. C'est le 4e du coup. Tu crois ? Ouais. Merde. C'est l'avantage d'Alzheimer, on se fait toujours des nouveaux amis. Donc, le DMA, vous l'avez, tous ceux qui là-dedans sont un peu concernés l'ont vécu. Google est très embêté par la réglementation qui dit qu'il doit donner des données à tout le monde.
Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait avec Shopping il y a 6 ou 7 ans. On leur a reproché d'être non concurrentiels, de faire monter Shopping tout le temps. Ils ont fait créer des comparateurs par ailleurs pour qu'il y ait plusieurs comparateurs. Il y a quand même encore une prépondérance à Google, mais elle est beaucoup moins facile à prouver par la Commission européenne. Et là, sur le DMA, ces mêmes topos, ils ont créé ces fameux sites de lieux, ces espèces de cartouches de sites de lieux, qui posaient le problème de favoriser sur tous les gros. Alors, il y en a peut-être dans la salle, Hotel.com, Booking, enfin, il ne faut pas donner de nom. Mais voilà, donc ça posait problème. Ça va être contrebalancé par ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le fait que les spécialistes sont poussés aux dépens des généralistes. Il y a des moyens qui vont faire que ça va progressivement s'équilibrer, à condition que les contenus qui soient produits répondent à ça. Je crois que c'est le plus important. Le dernier point, mais on est sauvé pour l'instant, c'est le cookie-less, puisque Google avait dit « je vous coupe la lumière la semaine prochaine ». Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Pour être très clair et objectif, ils ne l'ont pas fait parce que quand ils ont fait l'essai sur 1% du trafic américain, les annonceurs ont tous perdu leur chemise. Parce qu'en fait, l'objectif, c'était de dire, bon, on prend moins d'informations sur les gens, sauf qu'en prenant moins d'informations sur les gens, le fric investi était beaucoup moins rentable. Voilà. Donc, les gros annonceurs ont dit, si tu fais ça, nous, on mettra l'argent chez Facebook. Ils ont dit, bon, allez, tant pis, on va attendre un peu. Voilà. Donc, pour l'instant, le cookie-less, on est à peu près tranquille. Le bon côté des choses, là encore, la bonne nouvelle, c'est que ça a poussé pas mal d'entreprises, voire de regroupements d'annonceurs, à essayer de fabriquer des solutions alternatives pour avoir quand même une vision sur ce qui se passe chez eux, même sans les cookies, si ça devait survenir. Il n'y a aucune solution vraiment propre aujourd'hui, mais il y a eu un déclencheur. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Belle intro pour nous mettre dans le contexte. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, quand on a 5 millions de visiteurs par mois, Axel, tu as dû passer des nuits blanches là, ces dernières semaines. On peut parler de SEO, du pur SEO, déjà des algorithmes, avant d'aller sur les sujets d'IA, de stratégie des contenus. Commencer par le SEO. Je crois qu'il y a vraiment des grands changements opérés chez vous en interne pour changer la donne. Tu as préparé quelques slides que j'ai intégrés. Tu voulais nous montrer les différences d'indexation, de performance SEO grâce aux algorithmes ou pas Oui, tout à fait. Par rapport à vos requêtes et à vos pages. Quelques nuits blanches, comme tu le dis. Donc, juste pour donner une notion de contexte, nous, 80% de notre trafic vient du SEO. Donc, c'est un élément clé pour nous. On en est dépendant depuis toujours. Routard.com a 20 ans maintenant. On s'est lancé avec une mécanique de forum, donc une création pléthorique de contenu. On a 500 discussions qui se créent tous les jours, donc 500 nouvelles pages qui arrivent sur Internet. Et ça a été, comme tu le disais Richard, la clé de notre succès pendant très longtemps. Maintenant, ça nous pénalise à l'inverse. Depuis 2 ans, on commence à avoir trop de pages. En fait, le moteur de Google passe trop de temps sur le site. Il n'a plus le temps d'indexer les bonnes pages et du coup, on perd des positions à cause de ça. En plus de ça, tout le contexte que donnait Richard, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, on prend les changements d'algorithme tous les mois. Pour vous donner vraiment le chiffre, il y a eu 15 mises à jour entre novembre 2023 et novembre 2020, enfin là, et récemment. C'est dingue. 15 mises à jour de l'algorithme, et à chaque fois des nouveaux changements, des nouveaux tests qu'on doit faire et un nouveau travail qu'on remet à plein. Donc le gros travail qu'on doit faire, c'est effectivement continuer ce référencement, mais s'adapter aussi aux nouveaux emplacements que propose Google dans sa recherche. Et ce qu'on voit là, ce que je voulais montrer avec cette image, c'est la place que Google lui-même prend sur nos propres requêtes. Donc en fait, là, j'ai fait 2 comparaisons entre une requête simplement ROM, sans intention de voyage ni rien, mais une requête simple, pour montrer les contextes et les contenus de Google et des autres acteurs. Donc si tu appuies, normalement, ça devrait arriver. Donc là, on était, je ne sais plus, 3e en 2023, 5e en 2024. Bon, ça, c'est pas le fait, c'est pas grave. Parfois, on monte, on descend, ça arrive. Ouais. Mais surtout, si tu continues à appuyer, et ce qui change beaucoup, c'est la place que prend Google dans ses réponses. Donc vous voyez, en fait, en 2023, le contenu de Google, celui qu'il a extrait des différents sites et qui proposait directement aux utilisateurs, était sur la droite du moteur de recherche. On voit que déjà, en 2024, il prend beaucoup plus de place. Et si tu continues à appuyer, ce qu'on voit aussi, c'est que tout ça, c'est les blocs annexes. Donc, ce que Google fait pour essayer de mettre en avant des éléments qui sont aussi recherchés et attendus par les autres internautes, c'est quand même du contenu de Google.
Donc le premier, c'est vraiment 100% de réponse sur la requête ROM. Le deuxième, c'est toutes les recherches annexes qui ont lieu. Et si tu continues à appuyer, on voit derrière qu'il y a toujours Wikipédia qui se positionne dans les 3 requêtes. Et voilà, et la place laissée aux acteurs sur le SEO là. On parle bien de SEO, hein. Donc la place laissée aux acteurs diminue largement. Et si tu continues à cliquer, c'est la même chose sur mobile. Alors là, c'est carrément beaucoup plus violent, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il fallait 4 scrolls en 2023 pour que notre lien apparaisse. En 2024, vous voyez la place que prend Google dans ses réponses directes à la requête ROM, hein, pas dans les autres trucs. Et donc si tu continues à cliquer, ce qu'on voit, c'est que derrière, voilà, il reste une position en 4 scrolls pour du SEO. C'est hallucinant. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les évolutions. Quand on parlait d'une période pré-Covid et quand on parlait de contenu pléthorique et tout ça, on parlait d'un écosystème où il n'y avait pas les blocs de couleurs. Il n'y avait que du SEO. Donc c'est ça qui a fait notre succès. C'est comme ça qu'on est monté, qu'on s'est créé. Maintenant, il faut qu'on joue avec ça, c'est-à-dire une concurrence multiple, démultipliée sur le SEO, démultipliée sur le SIA, vous le savez tous, et surtout prise en main par Google lui-même, qui prend les places. Et j'imagine que si on mettait à gauche une capture de 2019, ce serait. Elle est blanche. Ouais, elle est bleue. C'est que des requêtes naturelles. C'est ça. Alexandre. Et plus tu remontes, pire c'est. Ouais. Nous, raconte-nous, Marco Vasco, alors comment ça s'est passé? Parce que vous étiez hyper fort en SEO, vous l'êtes toujours, mais c'est dur. Marco Vasco, on s'est lancé en 2008 sur le marché du web en même temps. Monte un petit peu ta main pour le micro. Là, non, en haut. Là, sinon ça capte pas. Voilà. Mieux. Merci, parfait. Oui, je disais, on s'est lancé donc en 2008. On devait être dans les premières agences de voyage sur mesure à se lancer sans boutique physique. Donc vraiment sur le net. Et effectivement, voilà, une de nos forces de l'époque, je pense le temps d'avance qu'on avait, c'était sur la compréhension du SEO, des règles du jeu de l'époque, et puis une bonne maîtrise aussi déjà des campagnes payantes. Et donc ça a fait vraiment le succès de la société. Ça nous a permis de croître vite et de manière rentable. Et puis, voilà, comme chaque fois, avec le temps, au fil de l'eau, les règles du jeu changent. Les choses se complexifient. Voilà, Axel, il parlait d'une concurrence qui s'est intensifiée, on l'a vécu aussi. On parlait là des espaces disponibles pour le référencement naturel qui a baissé, donc fatalement au dépend du référencement payant. Et donc tout ça crée un contexte où effectivement notre acquisition nous a coûté de plus en plus cher. Donc par la force des choses, on a été, nous, obligés de nous adapter. Nous adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est, alors pour un acteur du digital, c'est un peu dans son ADN, mais on a vraiment été dans l'optimisation permanente des canaux sur lesquels on travaillait déjà. On a travaillé d'autres choses, on a travaillé la notoriété. Et puis aussi, on s'est mis à... Enfin, c'est déjà ces choses qu'on faisait, mais on a poursuivi voilà, la diversification de nos canaux, le fait de tester les réseaux sociaux, alors parfois avec succès, parfois avec moins de succès. Mais on s'est vraiment mis dans une logique de se dire, on est Google dépendant, SEO, SIA, ça ne va pas s'améliorer, donc il faut qu'on essaie de diversifier nos canaux. Et puis aussi, je le disais tout à l'heure, ce qui a fait vraiment notre force au démarrage, c'était probablement le temps d'avance qu'on avait sur la concurrence. Et puis, voilà, je dirais que le retard s'est rattrapé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pour nous, pour nos équipes, la nécessité de nous faire accompagner par des agences. Parce que comme le disait Axel, comme le disait Richard, on est quand même sur des choses qui évoluent extrêmement vite. On parlait de l'algo Google, des core updates. Effectivement, à une époque, il y en avait tous les 6 mois. Aujourd'hui, c'est hyper régulier. Donc on a des règles du jeu qui changent. Et en fait, si vous n'êtes pas au fait de ces nouvelles règles du jeu, en fait, la stratégie que vous avez adoptée depuis des années, à un moment donné, elle ne marche plus et vous mettez un peu de temps à vous en rendre compte. Et comme les choses vont vite, voilà, c'est vite des dépenses sur lesquelles vous ne retrouvez pas votre ROI. Ouais. Tu as évoqué un sujet dont on va parler juste après, qui est est-ce qu'il faut quitter Google? On va voir que plutôt non. Hein, je vous spoil un peu le truc. Mais ouais, c'est clairement une réflexion. Mais avant ça, un conseil que tu vas pouvoir donner aux personnes qui sont là, qui nous écoutent, c'est comment, puisque la réponse sera plutôt non, je préfère spoiler tout de suite, mais comment on essaie de rester vivant sur Google, même quand on est petit. Je ne parle pas de Marco Vasco, là je parle de certaines agences de voyage, certains tour opérateurs, certains acteurs du voyage qui n'ont pas la taille de Marco Vasco, qui n'ont pas la taille du Routard. On a levé un sujet qui est la stratégie des contenus
tu en as parlé un peu Axel tout à l'heure, c'est certes on se bagarre pour rester aux premières positions, il y a de plus en plus d'acteurs, on a évoqué la spécialisation, ça veut dire que même pour un acteur généraliste, on essaie de rentrer dans une stratégie d'hyper spécialisation des contenus. Est-ce que tu peux en dire un mot, que vous pouvez en dire un mot tous les deux sur la fin donc, de la longue traîne et la concentration des efforts sur des contenus à forte valeur ajoutée? C'est vrai que c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis 2 ans chez nous, c'est de se refocuser vraiment sur ce qui a de la valeur, ce qui génère de la valeur et notamment toute la partie guide du site. On a refait les forums il y a 2 ans, mais aujourd'hui cette histoire de long train, effectivement, elle diminue un peu, elle disparaît, sûrement d'ailleurs avec une optique peut-être d'IA derrière, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Je rappelle, la longue traîne, c'est référencer sur Google des milliers ou des centaines de pages qui ont très peu de trafic. Donc le dessin, ça fait une très longue traîne de centaines d'articles, de pages qui sont indexés, qui ont très peu d'audience. Oui, tout à fait. Et donc ça c'est totalement terminé. C'est pas totalement terminé, mais c'est pas là-dessus qu'on va mettre l'accent. On ne va pas générer pléthoriquement beaucoup de pages. On va plutôt se concentrer sur, par exemple, nos guides destination. On va focuser chaque page. Donc, on a 300 guides destination et on va concevoir chacun de ces guides comme un mini-site à part, comme un mini-site spécialisé. Donc, on va avoir une page centrale, beaucoup de pages satellites sur des informations pratiques, par exemple, que faire, que voir, où dormir, des notions d'information sur les décalages horaires, ainsi de suite. Et toutes ces pages vont être maillées entre elles, donc vont renvoyer les unes sur les autres et toutes vont focuser sur la page centrale qui doit normalement devenir la page la plus forte qu'on a. Et en démultipliant ça et en concevant chaque destination comme un système d'étoiles, on arrive à devenir spécialiste de chaque destination et donc normalement à remonter comme un expert de chaque destination et non plus un généraliste de tout. Richard, comment on fait ça? Je voulais préciser un truc, mea culpa, j'ai oublié un sujet tout à l'heure et c'est exactement ce que vient d'évoquer Axel, parce que la question c'est pourquoi il faut faire ça. C'est parce que Google a déployé un truc qui s'appelle le Helpful Update Content Update, qui est le HCU, et il l'a mis dans son algorithme et depuis 1 an maintenant, il est permanent. Donc là encore, le nom, on s'en moque. Ce qui est important, c'est ce que ça fait. Ça privilégie toutes les requêtes qui sont utiles, qui rendent un service à l'internaute, versus les requêtes purement informationnelles. Donc si je suis capable de rédiger un contenu précis et de bonne qualité sur que faire de beau quand je suis à Kuala Lumpur, celui-là aura tendance à remonter. Si j'ai des contenus purement informationnels de base, l'horaire d'ouverture de la poste par exemple, ça ne remontera pas. C'est très concret parce que si vous faites un mini-guide sur un sujet, mais que vous donnez des horaires d'ouverture d'un resto qui sont erronés, Google va avoir l'impression que c'est du contenu tout venant sans grand intérêt. Si vos horaires sont justes, il considérera que c'est du contenu de qualité. Les critères de la qualité telle qu'elle est vue aujourd'hui par Google, c'est le fait que le contenu soit unique. Donc ça privilégie par exemple les guides de voyage, les choses où vous avez des gens qui peuvent raconter une expérience particulière. Il faut que le contenu soit unique et il faut que le contenu soit juste. Un rédactionnel incarné avec un style éditorial, quasiment une plateforme de marque rédactionnelle pour faire des mini-guides de voyage. Si je prends l'exemple de Kuala Lumpur ou d'une destination où on n'est plus du tout sur des éléments de neutralité et d'exhaustivité, mais plutôt du storytelling incarné avec bien sûr des mots-clés glissés. Essentiellement, oui. Et en fait, en fonction de ce qu'on a à rédiger, après, l'idéal, c'est d'avoir des rédacteurs de contenu qui soient, comme le détaille Nicolas, des gens qui sont très versés dans le sujet, qui connaissent le sujet. Après, il peut y avoir un mix, quand on a vraiment une multiplicité de sujets à adresser, un mix entre une partie fournie par l'IA, qui est la partie générique, et une partie très spécifique fournie par le rédacteur. Et après, il faut faire un travail d'harmonisation sur les deux pour rendre un contenu dont Google ait l'impression que c'est un contenu humain et de qualité. Oui, parce qu'on va voir que l'IA, c'est pas toujours notre ami dans les stratégies Google. Il faut s'en méfier un petit peu. Non, ça peut être très utile. On va en parler juste après. Vas-y, Axel, termine. Un petit mot là-dessus. Effectivement, on parlait de production de contenu, mais c'est aussi une réadaptation. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire, de tout refaire, de repartir à zéro. Vous avez déjà du contenu, les algorithmes évoluent. C'est aussi dans la façon dont il est organisé, dont on le fait. Et je voulais juste te montrer quelque chose. J'ai une slide, pas celle-là, juste avant, encore avant. Non, alors après, je ne sais plus comment ça va.
ici. Voilà. Donc ça, c'est un contenu qui est adapté. C'est-à-dire qu'on est parti d'un contenu qui est très éditorialisé, qui est le texte qui est tiré du guide du routard papier. C'est l'introduction du texte. Et pour le rendre, comme le disait Richard, serviciel, donc utile pour les utilisateurs, au lieu de décrire et de rester inspirationnel, on en fait des bullet points et on arrive à un contenu qui est beaucoup plus pratique et qui en plus a le mérite d'être beaucoup plus balisé et donc compris par les algorithmes de Google. Donc ça ne peut pas vivre seul. Par contre, on est d'accord que ça doit s'accompagner. C'est un petit bout, ça, du texte. D'une page où il y a quand même du storytelling à la première personne. Oui. On fait un mix des deux. On n'est pas sur c'est juste effectivement un paragraphe de la page qu'on a éclaté en bullet point pour le rendre serviciel et qui correspondent aux nouveaux critères de recherche de Google et donc qui soient mieux référencés. Et vous avez utilisé l'IA pour passer de la gauche à la droite. Alors là-dessus, on n'a pas utilisé l'IA. On aurait pu, tu as raison. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on a enclenché il y a 2 ans, donc on l'a fait plutôt à la main. Mais effectivement, d'autre part, on va en reparler, on se sert de l'IA pour cataloguer et caractériser nos contenus, principalement, et donc les ranger, les organiser, pareil, pour qu'ils soient mieux recontenus par les algorithmes et mieux trouvés par les utilisateurs. Mais ça... du coup, on peut poursuivre sur l'IA, parce que c'est effectivement le buzzword de l'année aussi. Comment on peut redimensionner, reformuler nos contenus. A priori, la place de l'IA, méfiance sur du rédactionnel pur. En revanche, donc pas pour la production de masse, mais sur de l'optimisation de pages, de fiches, comme disait Alexandre. Ça, c'est une bonne pratique. Quand on a des dizaines et que tu dois tout revoir ton plan de site, par exemple. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous, on creuse beaucoup parce qu'effectivement, on a, je crois, 800 000 pages aujourd'hui qui sont en ligne, donc qu'on doit caractériser. Et surtout, on a un peu tous le même problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une double clé d'entrée, soit destination, soit thématique. Et pour basculer de l'une à l'autre, c'est pas toujours évident. Donc, arriver à trouver un voyage en famille pour 4 personnes avec de l'aventure et de la détente, il n'y a pas le don des destinations qui arrive comme ça. Donc, on arrive par l'IA à recaractériser un peu ce contenu, à le faire digérer. Et puis, avec on va dire entre 50 et 100 mots-clés, on arrive à positionner ces mots-clés sur des typologies de contenu et donc à créer des pages hub, donc des pages basées sur des thématiques qui vont réunir des ensembles d'articles et nous permettre de remonter dans des positions de mots-clés thématiques et non plus seulement destination. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... C'est clair. C'est clair. Alexandre, quand on dirige un tour opérateur, tu fais comment là, pour faire ces choix-là ? Et je vais te poser une question assez claire. Est-ce qu'il faut quitter Google ? Alors, oui, en préparant le... Provoque volontairement, hein, mais oui, est-ce qu'on peut quitter Google ? Tu es un grand provocateur. En préparant notre intervention, je leur ai fait part d'une anecdote il y a quelques années. On avait une réunion avec nos investisseurs et puis voilà, on sentait que nos positions en référencement naturel étaient de plus en plus mises en danger, à la fois par une concurrence qui augmentait et puis par le fait que Google réduisait l'espace disponible pour le référencement naturel. Et un de nos investisseurs nous a dit, mais en fait, pourquoi, à un moment donné, pourquoi ne vous faites pas que des campagnes payantes ? Puisqu'à la limite, vous maîtrisez un peu plus les règles. Là où c'est quand même plus aléatoire, et le sens de l'histoire, c'est que le SEO va être de moins en moins maîtrisé, les règles du jeu vont changer de plus en plus. Alors, c'est une question qu'on s'est posée. Donc déjà, pas quitter Google, mais au moins quitter le SEO. Mais au moins quitter le SEO, parce que ça demande un investissement permanent, et qu'en fait, les règles du jeu peuvent changer assez rapidement, et les stratégies que vous mettez en place, en général, vous ne les mettez pas en place pour 6 mois. Donc vous partez sur une stratégie de contenu, de volume, c'est ce qu'on a pu faire il y a quelques années. Et puis voilà, un beau jour, il y a un core update qui fait que voilà, les critères qui vont être désormais valorisés par l'algorithme changent. Bon, ceci étant, voilà, quitter Google, ça paraissait très compliqué. Ouais, en tout cas, sur la partie. Mais il y a quand même des motivations, excuse-moi de t'interrompre, il y a quand même des motivations. C'est-à-dire que, comme tu le disais quand on a préparé cette conférence, il n'y a pas que la difficulté du SEO. Il y a aussi la dispersion des acheteurs, des prospects, des clients qui utilisent d'autres ports d'entrée que Google. Et toi, quand tu fais ton mix marketing, ton budget annuel, tu te dis, mais attends, mais les jeunes, ils utilisent TikTok comme premier moteur de recherche ou YouTube. Les portes d'entrée changent, les réseaux sociaux explosent, Meta donne des résultats mitigés selon les campagnes. Mais donc on est dans une diversification permanente des sujets.
Il y a je des pense nouvelles que sources le offline revient un peu. Voilà. En fait, le raisonnement qu'on a tenu, c'est un raisonnement, économique de base. Et qui était de se dire, en fait, si vous avez un canal ou 2 canaux d'acquisition, en fait, vous êtes très exposé. Si vous diversifiez vos canaux, ou même que vous diversifiez vos produits, que vous diversifiez vos destinations, ça vous donne la possibilité d'être moins exposé et de basculer d'un canal à l'autre ou d'ajuster les curseurs au moment où ça devient plus compliqué. Et puis ce qu'on fait, donc, on est en veille permanente, on regarde les canaux qui montent en puissance. Donc TikTok, c'est clairement quelque chose qu'on a vu arriver. Alors c'est beaucoup arrivé pendant le Covid. Ça a été beaucoup, je trouve, de mon point de vue, regardé d'un œil assez critique. Et en fait, on s'est quand même rendu compte que c'est un canal, un média, aujourd'hui un moteur de recherche qui a vraiment beaucoup évolué et sur lequel on est allé. Alors on ne dit pas que ça résout nos problèmes d'acquisition, ça résout notre problème de SEO, mais en fait on a fait le choix vraiment d'être présent sur le maximum de canaux pour se dire, si un jour il y a un canal qui prend le pas, on sera dessus, on n'aura pas 2 ans pour monter en puissance. Mais la réalité, pour revenir au sujet, c'est qu'on reste très Google de pure drogue, puisque Google produit ou génère 90% de notre trafic, nous amène 90% de notre trafic. Un acteur comme toi, après Richard, un acteur comme toi, on est sur des milliers d'euros investis en SEA par mois, j'imagine. Oui, effectivement, c'est les ordres de grandeur auxquels on est confronté. On a une taille, on a une population de conseillers aussi à alimenter et sans Google, ça n'est pas possible. Ok. Il y a des risques, Richard, d'essayer de se passer de Google, de quitter un peu le SEO, d'amoindrir ses efforts sur Google. Il y a des risques d'attrition, il y a des risques de dispersion, de baisse de légitimité. Tu les connais bien, ces risques-là? Ouais. Alors, je suis rentré dans le web en 93, moi, donc vraiment au début. Et j'ai monté Rezoneo il y a 20 ans. Il y a 2 questions qu'on m'a posées le plus souvent dans toute l'histoire de Rezoneo. Je vais vous donner les 2. La première question, c'est, et pratiquement tous les clients, tous les annonceurs qu'on a eu en 20 ans me l'ont posé, c'est je suis premier en SEO, est-ce que j'arrête pas d'acheter ma marque en SIA? C'est vrai quoi, ça coûte du blé inutilement. La réponse, c'est que en 20 ans, on a trouvé 2 cas de figure où ça marchait. Le reste du temps, ça présente 2 risques principaux. Le premier, c'est que, alors surtout avec les pages, c'est vachement bien les slides d'Axel, là, parce que c'est super clair. Je ne dis pas ça parce que je t'aime bien, mais c'est super clair. Mais aussi, je t'aime bien. Même avant que ce soit comme ça, si vous abdiquez votre première position en SEO, en SIA, il y a quelqu'un qui le fera à votre place. Donc si vous laissez la place, ce sont les concurrents qui prennent la place. Et le double effet qui se coule, c'est que c'est leur marque qu'on voit. Même si les gens ne cliquent pas dessus, c'est leur marque qu'ils voient et pas la vôtre. Donc il y a une attrition du branding et on sait tous aujourd'hui qu'en SIA, le taux de clic et la capacité à transformer sur les affichages SIA, c'est quand même très lié à la préférence de marque. Donc il y a un double effet qui se coule à ne plus acheter sa marque. En règle générale, ça ne fonctionne pas. Je déconseille à tout le monde. Et la deuxième question qu'on m'a posée peut-être 187 000 fois et qui rejoint ce que vient de dire Alexandre, c'est mais là, le référencement, il est mort, le SEO, il est mort. On me l'a posé quand le téléphone portable est arrivé et est devenu aujourd'hui le device principal d'utilisation du web. 80% du trafic est aujourd'hui sur téléphone portable. Et à chaque fois qu'on me pose la question, comme encore posé il y a un mois, je réponds surtout pas, au contraire. Il est plus vivant que jamais. Le seul sujet, c'est qu'avant, il y avait un acteur qui avait 95% du trafic mondial. Donc il fallait connaître les règles de Google. Point. C'était quand même drôlement fastoche. Il suffisait de connaître les règles avec lesquelles un acteur vous fait remonter. Voilà. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je vais faire très vite, juste pour corroborer ce que disait Alexandre là-dessus. Moi, j'ai un collaborateur qui est au Canada. Donc, il a des raisonnements plutôt amerlocs sur la façon d'utiliser les moteurs. Et en fait, quand il est arrivé à Paris, on a fait une grosse fête à Paris pour la boîte, il est arrivé et il m'a dit « Je cherchais les toilettes à l'aéroport et j'ai été chercher dans TikTok. »
Et je dis, comment tu peux aller chercher dans TikTok les toilettes de l'aéroport? Il me dit, mais j'ai tapé toilettes à l'aéroport, je ne sais plus s'il était à Orly ou à Roissy, et j'ai trouvé des dizaines de vidéos qui montraient des gens en train d'aller aux toilettes dans l'aéroport et qui donc montraient le chemin. Qui parmi vous a déjà fait une requête comme ça dans Google? Levez les mains, s'il vous plaît. Je savais que j'en aurais pas beaucoup. Voilà. Donc, ce que je voulais illustrer, c'est le fait que les gens changent de moteur, soit, mais ils ne changent pas que de moteur. Ils changent complètement de modalité de recherche. Alors, je regarde les visages dans la pièce. On a plus de chances de trouver des gens qui cherchent comme ça à moins de 25 balais qu'au-dessus. Donc, tous ceux qui sont au-dessus, ne le prenez pas mal. Hein. Moi, j'ai 1 an ou 2 de plus aussi. Donc, le truc, c'est que c'est vraiment très segmentant. La génération Z, là, elle cherche beaucoup comme ça. Donc, là où je veux en venir, c'est que ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des contenus différenciés qui permettent aussi d'adresser ce type de requête. Très concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui passe par TikTok pour chercher si un restaurant est sympa, il va aller dans TikTok, il va taper le nom du restaurant, il va voir plein de vidéos pour voir si la serveuse est mignonne, les plats ont l'air sympas, la bouffe a l'air bonne. C'est pas du tout les mêmes critères de recherche. Nous, on aurait été dans TripAdvisor. Ça veut dire qu'on est dans un mix média, aussi dans un mix générationnel, où il va falloir switcher un peu. Il y a une double, triple couche d'adaptation et de segmentation de nos stratégies pour sortir des contenus adaptés à certaines cibles sur certains espaces de recherche. Donc là, on quitte Google potentiellement. Absolument. Et on propose une autre expérience ailleurs. Donc le storytelling du routard change et va sur une autre plateforme. Le storytelling de Marco Vasco change, va sur une autre plateforme pour capter l'attention des futurs clients. Parce que si on parle des moins de 25 ans, des moins de 20 ans, c'est là que tu commences à installer ta marque. Alors, je vous donne un scoop. Mais on reste quand même sur les Google Avis, on reste quand même sur Maps, Bien on sûr. reste quand même sur... Voilà, vas-y. Oui, c'est ça. Ça change pas. Enfin, ça change dans le sens où tu n'es plus qu'un ou 2 ou 3 endroits. En fait, il faut que tu sois partout. Et ensuite, tu vas adapter ton support, tu vas adapter ton contenu. Le message peut être globalement le même, mais on sait que les contenus vont être un petit peu différents pour pouvoir répondre aux différents canaux. Mais voilà, en fait, il faut, en tout cas, le conseil, c'est vraiment d'être partout. Alors moi, je dis le découragement des gens qui nous regardent et qui nous disent c'est sympa, mais moi, je suis pas le routard, je suis pas Marco Vasco, je suis pas une agence SEO, j'ai pas beaucoup de budget. Il y a quand même une lueur d'espoir dans tout ça, c'est que les gros ont peut-être des moyens d'adaptation, je dis les gros annonceurs, mais les petits ont une chance pour eux qui est celle d'être plutôt des spécialistes et d'avoir le small is beautiful pour eux. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a vu par exemple avec la dernière mise à jour du Core Update dont on parlait. Je suis content parce que j'ai l'impression d'être un peu Amazon. Nous aussi, on a perdu 15% d'audience d'un coup en un week-end. Cet été, là, le 15 août, ça est arrivé. Et du sympa coup, comme week-end. Ouais, très sympa. Ouais. Et du coup, effectivement, cette bascule s'est faite parce qu'on est considéré comme un très gros site généraliste, malgré tout ce que je vous ai dit sur les pages destination qu'on met en avant. Mais bon, ça prend quand même du temps, ces projets-là. Et que beaucoup de nos mots-clés ont été pris par des tout petits sites spécialisés, locaux, les fameux blogs dont on parlait, ainsi de suite. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé il y a 1 an. Le Core Update de décembre nous a favorisé parce qu'on était une marque forte au bénéfice, contre les petits sites. Et là, il se passe exactement l'inverse. Donc, le sujet aussi, c'est de se dire que quand on a peu de contenu, qu'on est spécialisé, aujourd'hui, on le voit là, maintenant, on a vraiment la possibilité d'émerger, de remonter en se spécialisant et en fournissant un contenu de qualité, serviciel dont on parlait là. Et c'est vrai qu'il n'y a plus, enfin en tout cas moi je parle sous ton contrôle Richard, mais ce côté, les très grosses marques et notamment la réputation des marques, les backlinks ainsi de suite vont pousser les très grosses marques au détriment des autres. Le contenu est privilégié puisque c'est le contenu qui apporte du service et c'est ça qui est mis en avant. Donc on a tous l'opportunité de remonter sur des requêtes vraiment spécialisées et sur son cœur d'expertise en fait. Je vais ajouter un point qui est primordial dans ce que souligne Axel, c'est la plupart des règles de Google jusqu'à présent, quand vous aviez 1 ou 2 pages qui soit étaient excellentes, soit étaient très mauvaises, elles descendaient ou elles montaient. En fait, les nouvelles règles de fonctionnement des algorithmes de Google ont tendance à appliquer à l'ensemble du site ce qui s'applique à un document du site. Ça veut dire que si vous avez 2 ou 3 contenus qui sont vraiment d'excellente qualité, Google va considérer, si vous n'avez pas d'autres contenus qui sont vraiment mauvais, que votre site est plutôt une marque de référence
est plutôt un bon endroit pour se renseigner et vous allez remonter. Par contre, si vous avez un contenu de qualité, mais que vous avez quelques pages qui ne sont pas bonnes, il aura tendance à appliquer aussi ce jugement défavorable à l'ensemble du site. Donc la bonne nouvelle pour les petits, c'est que quand j'ai 500 millions de pages, arriver à faire en sorte que toutes mes pages soient bonnes, c'est très compliqué. Quand j'ai 100 pages sur un site, les vérifier toutes à la main pour être sûr qu'elles sont bonnes, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Merci, tu donnes beaucoup d'espoir, Richard, ça va beaucoup mieux. Tu sais, on est dans le même bateau. Hein. Et le point intéressant, c'est que par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, avant, quand on était gros, on pouvait adresser la longue traîne parce qu'on avait les moyens d'aller fabriquer des contenus pour toutes les petites requêtes très spécialisées. Aujourd'hui, ça, non seulement c'est plus nécessaire, mais ce qu'on constate dans les résultats récents, dans les 6 derniers mois, c'est qu'en fait, ce sont les grosses requêtes, celles qui ramènent beaucoup de trafic, dont les résultats ont tendance à être morcelés entre pas mal d'annonceurs plus petits. Ça veut dire que des petites marques peuvent récupérer des morceaux d'un gros trafic, ce qui n'était pas le cas dans la mécanique avant. Alexandre, dans ton équipe, tu as des gens qui racontent les voyages que vous vendez, les séjours sur mesure. Ils ont le mindset, là, tu as recruté du monde, tu t'es fait accompagner, tu as fait un change management, entre guillemets, pour s'adapter à ce storytelling-là et à ces techniques-là. Alors, le mindset, on a essayé de le conserver parce que c'est le mindset un peu des premières heures. Et puis, de toute façon, je veux dire, il s'est un peu auto-alimenté au fil des années puisque nous, on reste très dépendant du web et donc il a fallu s'adapter. Donc, c'est un état d'esprit qu'on a gardé. Mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça s'entretient. Donc effectivement, le management, quand le management voit débarquer l'IA générative, effectivement, il faut mettre une petite dose en interne pour être sûr que on prenne le pli. Quand TikTok arrive il y a quelques années, c'est le message qui a été passé, c'est quand même regarder ce truc parce que ça monte en puissance, ça monte très vite. Et donc ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser et de commencer à tester. Donc pas plus de monde, mais une dispersion des expertises. Donc pas forcément plus de monde, mais c'est une espèce de curiosité d'aller voir ce qui se passe et de se dire, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, ça prendra le pas sur tes canaux traditionnels. Et comme je disais tout à l'heure, si en fait on n'a pas pris la balle au bon dès le début, rattraper le train en marche, c'est assez compliqué. Et puis quand même, même si on n'a pas fondamentalement changé les équipes, changé le management, ce qu'on s'est dit aussi au fur et à mesure des années, c'est que les choses évoluant tellement vite, c'est quand même mieux quand on peut d'essayer de se faire accompagner par des agences qui sont spécialisées, qui voient ce qui se passe sur les autres marchés, parce qu'en fait, sur nos marchés, on n'évolue pas forcément tous à la même vitesse. Et il y a donc un savoir-faire qui s'acquiert et qui est sur un marché et qui est réplicable sur un autre marché. Et c'est une des raisons pour lesquelles, basiquement, c'est toujours la même chose. Hein. Le conseil, quand vous n'avez pas les ressources ou quand il y a une montée en compétences permanente à faire, c'est quand même souvent la bonne option. Il s'agit ensuite de trouver la bonne agence pour avoir le bon accompagnement, mais nous, ça nous est apparu comme une nécessité au fil des années et on est très content de continuer à le faire. Il y a un dernier sujet, et après on va tous aller déjeuner, qui concerne les cookies. Quand même, il faut qu'on en reparle. La problématique de suivi, on a un sursis. On a un sursis là parce que Google a fait machine arrière avec les cookies tiers. Mais néanmoins, tu disais, Richard, avec iOS 14, on a déjà perdu une énorme capacité à cibler, à segmenter, à connaître nos clients. C'est quoi les alternatives quand on veut essayer de comprendre son trafic, d'essayer de le qualifier, de le segmenter l'un de vous deux, et on a notamment le besoin de repenser la manière dont on capte la donnée utilisateur. Comment on fait ? Alors comment on fait ? Je ne sais pas encore parce que sinon je pense que je serais richissime. Mais je ne sais pas si vous avez vu quand Google a annoncé que finalement il renonçait aux cookies tiers. L'action de Criteo est remontée de 8 points, enfin de 7 points et quelques en 27 secondes dans la journée. Criteo, donc société de ciblage, de suivi, de tracking. Entièrement basée sur les cookies. Le point important, c'est que si on regarde l'intérêt que Google avait au cookie-less, ce n'est pas l'intérêt réglementaire de faire en sorte qu'on ne suive plus vos données. C'était le fait que si on ne restitue plus à l'ensemble des sites qui sont autour là, la donnée sur ce que les gens ont fait après être entrés au travers du moteur de recherche,
on a moins d'informations. Donc un annonceur qui voudrait investir de l'argent dans un site, par exemple, et il ira moins facilement. Par contre, Google, lui, comme il a beaucoup de clics et beaucoup de tout ce qu'on veut, il conserve une capacité à faire des statistiques là où les gens qui ont moins de trafic n'ont pas la possibilité de le faire. Donc ça veut dire que ça donne un avantage concurrentiel à Google sur ce coup-là. C'est le même problème chez Facebook. Quand vous êtes dans les walled gardens, dans les univers clos, on arrive à savoir ce que vous faites de façon bien meilleure. Donc on sait ce qu'on fait de son argent, donc ça attire l'argent des annonceurs. Voilà, ça c'est la situation. La réalité, c'est que vous avez intérêt à essayer de faire de même. Alors essayer de faire de même, c'est quoi? C'est pas toujours très facile à faire, mais si vous avez la possibilité de faire en sorte que les utilisateurs se loguent pour une raison ou pour une autre quand ils arrivent chez vous pour avoir un service, alors vous aurez la possibilité d'avoir une vision très claire de ce qu'ils font chez vous. Et vous récupérerez une vision beaucoup plus nette de ce que vous devez faire des utilisateurs quand ils restent chez vous. Ça n'est pas la panacée universelle, mais c'est un des meilleurs moyens qui soit pour compenser un peu les choses. L'autre démarche, et qui est trans-annonceur, il y a déjà eu des exemples, c'est d'arriver à regrouper de la donnée. Maintenant, regrouper de la donnée quand on est concurrent, c'est pas toujours facile, mais il y a des domaines où ils l'ont fait. Arriver à regrouper de la donnée pour avoir une vision un peu plus globale de ce que les utilisateurs font. Voilà. Maintenant, je plus sois ce que disait Nicolas. Il faut être conscient qu'on en a déjà perdu beaucoup de la donnée. Quand Apple a dit iOS 14, les annonceurs ont perdu entre 20 et 45% des données sur ce que faisaient les internautes chez eux, ce qui était quand même colossal. Tant qu'on est inside, ce n'est pas un problème. Donc, par exemple, le retail search dans le e-commerce tire bien son épingle du jeu parce que le retail search, on est à l'intérieur d'un site, la vision, elle est complète et on arrive à voir... on s'en fout qu'il y ait des cookies ou pas. C'est pas pareil dans les autres systèmes. Il faut savoir que Google, le retail search leur a déjà pillé 55% des requêtes aux États-Unis. Donc ils sont très attachés à garder une vision de ce qu'est le reste. Ils protègent leur business avec ça. Le sujet d'avoir une vision plus claire de votre cible, des audiences qui vous concernent, etc., l'une des façons de l'approcher, c'est d'essayer d'offrir du service privatisé, par exemple, pour pouvoir avoir un login et pouvoir suivre les gens de bout en bout. C'est une des solutions. On va devoir se quitter là-dessus, messieurs, parce que le temps a coulé. On va résumer rapidement. Donc, on doit vraiment se remettre sur le qui-vive, toutes et tous qui sommes dans des équipes digitales et Google dépendants ou pas. On est dans une situation de quasiment perma-crise avec des updates permanentes et certains qui peuvent tirer leur épingle du jeu et d'autres perdent beaucoup. Moi, j'ai vu des acteurs, des tour opérateurs assez importants comme toi, alors c'est pas votre cas, mais qui ont perdu beaucoup plus que ce que vous avez perdu chez Marco Vasco. Et alors là, c'est très dur, il y a des larmes, donc il faut effectivement être assez prudent, anticiper ce genre de situation en se faisant accompagner. Moi, je dis pas, je fais pas de publicité pour Resoneo, je n'ai pas d'action chez Resoneo. Je viens du monde de l'agence, comme vous le savez, et il faut bien voir la performance des acteurs, que ce soit en accompagnement digital, social media, médias, etc., ou SEO. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi, les acteurs qui se font accompagner ou pas. Ce n'est pas forcément des gros budgets. Et je pense que c'est, si on doit donner des clés concrètes aujourd'hui pour sortir de l'ornière et essayer de capitaliser sur Google, c'est vraiment une bonne solution. Ne pas rester dans le huis clos du tourisme aussi. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui n'ont pas la solution dans le tourisme. Et il y a d'autres acteurs qui sont hors tourisme et qui ont la solution, d'où je reviens au sujet d'être vraiment en veille, d'avoir des experts soit dans son équipe, soit de se faire accompagner. Et puis une expertise SEO qui devient vraiment protéiforme et le SEA qui reste toujours très solide pour l'acquisition, notamment auprès des intentionnistes. Voilà. Et puis après, on verra les pistes, les usages de l'IA très intéressants au routard. Et puis la possibilité donc, de recapitaliser sur de la connaissance utilisateur en faisant, si c'est possible chez vous, du login, du sign-in pour que vos visiteurs en fait, soient identifiés au moment où ils consultent votre site et vos contenus. Voilà, je pense qu'on a fait un tour complet. Je vous remercie énormément tous les trois. Merci à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux. C'était complet. On n'espérait pas autant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Axel. Merci Alexandre. Merci Richard. Merci Nicolas.
copain.